Vous écoutez La Vie publique, je suis Yvan et cette semaine on va parler d'un sujet qui fait bien évidemment consensus, on va parler du nucléaire et plus précisément de l'avenir du nucléaire. Avant de commencer, vous trouverez toutes les sources qu'on a réussi à collecter en description, comme ça vous pourrez vous renseigner sur le sujet. J'en profite pour vous rappeler que on ne parle pas de si le nucléaire est une bonne chose ou non, on parle de son avenir. C'est-à-dire que on va essayer de savoir si oui ou non le nucléaire a un futur en France. J'en profite pour vous demander de ne pas hésiter à partager le podcast si vous l'appréciez. Et à partir de cette semaine, je vous annonce que La Vie publique a un compte Twitter dont je mettrai le @ en description. Sans plus tarder, pour discuter de ce sujet truculent, mon invité Damien qui sera d'avis que le nucléaire a un avenir. Et oui, pour moi, le nucléaire n'est pas encore mort, même si on a essayé de lui mettre des petits coups de pelle dans la tête. Je pense qu'on va passer un bon moment à discuter de ça. Hein. Ouais, j'espère aussi. Alors, je rappelle rapidement le format. On a chacun 1 à 2 minutes de discours. On va pouvoir étayer notre propos sans que l'autre l'interrompe. Après ça, on va passer sur 40 à 45 minutes de discussion où on va essayer d'échanger nos arguments sur le sujet pour les exposer à vous, nos auditeurs. Et sans plus tarder, je lance le timer et c'est parti. Alors, comme d'habitude, je commence, comme ça tu as l'avantage de pouvoir répondre à mon discours. Est-ce que ça te convient ou est-ce que tu veux qu'on change ? Non, vas-y, bien sûr, c'est parfait pour moi. Parfait. Hop. Hop. Donc, nos centrales sont vieillissantes et il va nous falloir, d'après une estimation de l'État, environ 51,7 milliards d'euros pour construire 6 EPR, qu'il va falloir répartir sur 25 ans et avec un potentiel surcoût de 4,6 milliards d'euros, soit près d'un cinquième des recettes de l'État en 2022. C'est énorme. En plus de ça, on doit ajouter des risques liés au nucléaire, au traitement des déchets et à leur impact. Donc évidemment, tout ça fait peur à beaucoup de gens. Même si, lorsqu'on lit la lecture scientifique, il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous rassurer. Sur le site de l'ASN, sur le site de l'ANDRA, il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous rassurer et nous expliquer qu'il existe des solutions pour nous protéger des dangers de la radioactivité. Mais il n'empêche que chaque catastrophe nucléaire apporte avec elle son lot de médiatisation qui vient jeter de l'huile sur le feu et ajouter à faire peur. C'est pour ça que je pense qu'avec au moins l'avis public, le nucléaire n'est pas promis un grand avenir. En plus de ça, aujourd'hui, le nucléaire est dans une passe difficile. En concurrence, il a des énergies renouvelables qui sont bien plus à la mode, bien plus appréciées, et la volonté politique, notamment des partis écologistes, va à l'encontre du nucléaire. Donc pour moi, même si le nucléaire n'est pas nécessairement une mauvaise chose, je suis forcé de constater qu'il fait peur. Il a des énergies qui sont aujourd'hui de plus en plus compétitives en compétition. Et en plus de ça, la RTE a proposé un scénario pour 2050 de transition énergétique sans nucléaire. Donc ça montre que c'est une possibilité qui est reconnue comme souhaitable par certaines personnes. Sur ce, je te laisse la parole. Très bien. Alors, je vais commencer par répondre à 2-3 choses. Donc c'est vrai qu'effectivement nos centrales sont vieillissantes. Actuellement, beaucoup de nos centrales ont été qui tournent encore ont été faites dans les années 70, 80, ce qui fait qu'elles sont vraiment en fin de vie. Et c'est vrai que ça nous coûterait 51 milliards d'euros pour renouveler un peu
nos centrales, faire 6 EPR2 qui ont été annoncés, donc qui est la nouvelle génération d'EPR. Et cependant, tout de même, les premières paires d'EPR2 qui sont prévues de sortir arriveraient d'ici 2035 pour un début de construction en 2024. C'est vrai que on est tout de même sur 10 ans, ça reste long, mais on n'est quand même pas sur des temps infinis. J'aimerais souligner aussi que les morts liées au nucléaire sont, mais alors infiniment, moins grandes que celles liées au charbon, à l'huile, au gaz, à la puissance hydroélectrique. On parle vraiment par unité de production de 0,03, donc des térawattheures bien sûr, donc 0,03 morts par térawattheure pour le nucléaire, contre par exemple le gaz 2,8, l'huile 18, le charbon 24, enfin vraiment c'est une énergie qui, même si quand il y a un vrai problème, effectivement on a potentiellement des villes qui sont partiellement non vivables, on a des grandes catastrophes dans ces villes. Mais rappelons que dans les dernières années, il n'y a eu qu'un accident majeur sur probablement 30 ou 40 ans. Actuellement, la France a un mix électrique qui est à peu près autour du 63% d'énergie nucléaire, 8% d'éolien, 11% de gaz naturel, 10% d'hydraulique, 2% de bioénergie, 9% d'énergie solaire. Donc on voit qu'on a quand même 63% d'énergie nucléaire encore présent de nos jours. Et le renouvelable, même si tout de même il a une bonne part, est quand même assez loin de rattraper le nucléaire. C'est vrai que le RTE propose un scénario possible pour 2050. Le problème étant que jusqu'à 2050, il nous faut une période de transition. Le problème est que récemment, avec les problèmes que nous avons eus à l'international, donc avec typiquement la Russie et l'Ukraine, nous avons d'énormes problèmes d'approvisionnement en gaz naturel. Ce qui fait qu'on a un trou dans notre production, qu'on est obligé d'aller chercher chez d'autres producteurs qui sont plus chers, et que ça donc impacte cette transition. C'est-à-dire que effectivement, si on n'avait pas ce problème, peut-être que le scénario serait peut-être abordable. Maintenant, il faut que la France, comme tout pays qui se respecte, soit relativement maître de son bilan énergétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être souverain dessus. C'est-à-dire que si vous vous fiez à une autre nation pour votre bilan électrique et qu'au final on vous coupe les Nord Stream 1 et Nord Stream 2 comme ce qui vient de se passer, ça va être compliqué. D'accord. Voilà. Eh ben, merci. Au passage, j'en profite pour vous rappeler que EPR, c'est un type de réacteur nucléaire avec des normes européennes, donc c'est un standard européen. Donc, notamment en termes de sécurité, ils sont censés être d'une qualité entre guillemets supérieure. Eh bien, les EPR, donc c'est une norme européenne, mais qui depuis quelques années n'est plus produit. Ça se généralise, mais aussi ce n'est plus produit. L'EPR n'est plus produit en collaboration avec d'autres pays européens, puisque l'Allemagne s'en est retirée et donc maintenant la France se débrouille tout seul avec ses EPR. Donc on est sur la deuxième génération qui arrive bientôt, là, les EPR2. Il faut savoir que les EPR, il est vrai, ont eu des gros débats parce que l'EPR finlandais, au lieu de prendre 4 ans, on a pris 12. Les EPR chinois, ça a été compliqué aussi. Mais il faut aussi se rappeler que les EPR proposent un risque d'incident grave divisé par 10, ce qui n'est pas rien. Et actuellement, le réacteur qui produit le plus au monde, c'est un EPR. Oui, ça. Donc, ça, on est d'accord. En France, on a tout de même un savoir et toute une industrie. J'ai noté quelques chiffres, sur combien d'emplois ça crée en France. Mm-hmm. On est en direct et indirect, on est sur 220 000 personnes, ce qui quand même représente une masse conséquente. On est d'accord que ça représente quand même un sacré paquet de personnes. Cependant, tu parlais donc un peu plus tôt dans ton discours de souveraineté énergétique, tu seras pas surpris d'apprendre que l'uranium on le trouve pas en France non plus, ni même en Europe.
Il est principalement en Afrique, mais encore une fois, par honnêteté, il faut avouer que les énergies renouvelables, la majorité des terres rares se trouvent en Chine ou au fin fond des océans. Et la France a ratifié, a signé un accord pour ne pas exploiter les fonds marins par souci de respect de la biodiversité. Donc, oui, c'est souverain de son énergie, mais le fait est que je pense qu'il est plus simple d'avoir une souveraineté énergétique en recyclant des terres rares, en boostant une filière du recyclage et en recyclant les terres rares qu'on aura donc bien entendu au départ acheté à des pays producteurs, mais on pourra avoir une souveraineté énergétique, en tout cas européenne, parce que ce sera, à mon avis, plus simple, lorsqu'on aura une filière de recyclage qui soit à point, en tout cas pour ce qui est des minerais. Alors, je ne suis pas contre le recyclable du tout. Je pense même que le recyclable est, pas le recyclable, le renouvelable est l'énergie du futur, tout simplement. Mais je pense que les objectifs annoncés, qui donc nous parlent de 2050, avant on nous parlait de 2035, avant on nous parlait de 2025. Bon, je pense tout simplement que la filière a besoin de temps pour se développer, qu'on a besoin de temps pour mettre en place des solutions plus efficaces, qu'on a besoin de temps pour mettre en place une acceptation par le public de ces énergies. Il faut se rappeler que dès qu'on veut mettre des éoliennes quelque part, c'est l'enfer, ça nous prend des années pour avoir l'acceptation des populations locales, etc. C'est pas facile. Il y a aussi beaucoup d'administratifs. Oui, il y a beaucoup d'administratifs, c'est vrai. Le solaire, actuellement, en termes d'équivalence CO2 et de rendement des panneaux, c'est pas incroyable. Mais il faut du temps pour que cette technologie se développe. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est que l'équivalent CO2 ? Tout simplement, l'équivalent CO2, c'est une mesure qui est utilisée, c'est un indicateur qui est utilisé dans l'industrie, quand on essaie de parler de pollution et d'impact environnemental, surtout sur le réchauffement climatique, on parle d'équivalent CO2. Donc c'est à quel point est-ce que votre produit, quand vous le faites, si on n'utilise que du CO2 pour représenter la pollution qu'il y a en termes de réchauffement climatique, à quel point ça ferait de CO2 ? L'équivalent CO2 des panneaux solaires, c'est assez haut. J'ai pas les chiffres en tête, mais vu qu'il faut utiliser des terres rares, il faut savoir que les terres rares, quand même, c'est extrêmement compliqué à récupérer. Et en plus, il n'existe pas de mine de terres rares, en fait. Les terres rares, c'est uniquement un sous-produit de mines plus grandes. Oui. Donc ça ne facilite pas du tout la récupération. Il y a aussi le fait que le pays producteur ce soit la Chine et que la Chine ne soit pas connue pour son mix énergétique très décarboné. Comment dire ? À ce compte-là, on aura le même souci pour entre guillemets l'uranium. Et d'ailleurs, historiquement, la France utilise de l'uranium dans ses centrales nucléaires parce que ça lui offre le bénéfice de pouvoir utiliser cet uranium à des fins militaires aussi, soyons très clairs. C'est aussi mû par une volonté belligérante de l'État. Peut-être que vous l'avez entendu dans les médias à un moment, mais on avait parlé un petit peu des réacteurs au thorium qui représenteraient une source alternative de combustible pour des centrales nucléaires qui ne fonctionneraient bien entendu pas sur le même fonctionnement. Alors à savoir si ce sera si ces centrales viendront prendre la place de centrales à uranium classiques. Très sincèrement, je ne pense pas, en tout cas pas en France, tout simplement parce qu'on est détenteur de l'arme nucléaire déjà et que ça nous offre, on va dire, un parapluie défensif non négligeable. Donc je pense qu'en tout cas en France, on a l'air mal barré pour passer sur des centrales
on va dire, un peu moins réactives, ou en tout cas qui font moins peur à la population, parce que j'ai cru comprendre que le thorium faisait moins peur parce qu'il ne permet pas la création d'armes nucléaires. Donc les gens n'ont pas l'idée qu'il va y avoir une explosion nucléaire. Oui, après, voilà, donc je pense qu'il y a quand même le facteur peur qui joue énormément et qui, en tout cas, je pense qu'en France, de par le fait qu'on veuille avoir des armes nucléaires, ça nous torpille la filière nucléaire en énergie. Je comprends l'argument, mais il faut aussi comprendre que actuellement, avec les EPR2, avec toute la connaissance qu'on a amassée, ce serait quand même vraiment dommage de repartir sur des milliards de R&D pour développer des nouveaux réacteurs qui suivent pas les principes qu'on a déjà en place. Et la R&D avait déjà été faite auparavant. Enfin, je veux dire, ça avait été dans les projets d'études des premières centrales nucléaires au départ. Je suis d'accord, mais pour le réadapter à l'EPR2, pour réadapter aux technologies auxquelles on est maintenant, on n'a pas nécessairement besoin de le réadapter, si. Bah si, tu peux pas juste reprendre des vieux plans et dire ah c'est bon, c'était là il y a 40 ans et on tente, tu vois, c'est... Non mais après il faut aussi avouer un truc qui c'est un peu je pense la raison pour laquelle le nucléaire a vraiment beaucoup de chances de rester en vie pendant encore voilà peut-être une centaine d'années. C'est que actuellement en termes de mix énergétique français, donc pas juste électrique, hein, parce que l'électrique on a quelques chiffres, en termes de mix énergétique français, donc le nucléaire c'est 39%. Et le pétrole et le gaz naturel, donc le pétrole c'est 28 et le gaz naturel c'est 17. Donc ça, pourquoi est-ce que c'est si haut, le pétrole, etc. C'est parce que tout simplement les voitures, etc. ça consomme beaucoup. Et honnêtement, j'ai l'impression que beaucoup il faut comprendre que actuellement le truc le plus urgent, c'est de faire descendre cet impact carbone que la population a, que l'humanité a. Donc ça se traduit par beaucoup de choses, et ça va aussi se traduire par la baisse progressive de l'utilisation du pétrole, du gaz naturel, pour laisser place à plus d'énergie renouvelable, et je pense qu'il y a plus de nucléaire. Parce que je ne pense pas que, malheureusement, le mix énergétique français puisse être les 28% de pétrole et gaz naturel puissent être rattrapés pour l'objectif 2050, parce qu'il faut se rappeler qu'on ne veut pas dépasser 2 degrés d'augmentation sur la Terre, enfin sur la température globale de la Terre. Oui. Et donc, pour réussir à maintenir ce cap, le plus efficace, ce semblerait donc augmenter la part d'électricité dans le mix français. Donc, pour augmenter la part d'électricité dans le mix français, on va devoir miser sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Je pense que ce serait un peu bête de mettre tous nos œufs dans le même panier. Si le renouvelable, on n'arrive pas à tenir les délais, ça peut être chiant. Si le nucléaire, on n'arrive pas à tenir le délai, ça peut être chiant. Du coup, autant mettre sur les deux. Et après le nucléaire, quand on aura bien développé les énergies renouvelables, hop, on arrêtera dans 60-80 ans, quand la durée de vie des EPR sera atteinte. Parce que c'est à peu près 60 ans une durée de vie d'EPR. C'est pas mal. Qui d'ailleurs commence à être excédé. Hein. Chez nous, ça fait plusieurs fois qu'on reporte. Alors oui, mais c'est pas les EPR, oui, c'est sur les centrales. Non, c'est sur des centrales classiques, c'est sur des centrales à l'ancienne. Elle a tenu 40 ans quand même. Hein. Oui. Mais ce qui est trop. On est forcé de constater un peu trop, notamment en ce moment avec les soucis de corrosion sur les centrales nucléaires. Mais moi, j'aimerais rebondir sur un point que tu évoques pas trop. C'est que tout ça, j'ai l'impression que tu pars du postulat que intrinsèquement, on va consommer plus d'énergie, enfin plus d'électricité, je veux dire. Non, intrinsèquement, je dis qu'il va falloir consommer plus d'électricité pour remplacer le pétrole et le gaz naturel. D'accord. En gros, mais pourtant... le but, c'est de dégager le pétrole et le gaz naturel. Ok. Et sauf que tu es obligé de le remplacer. Donc, on va le remplacer par l'électricité. Je comprends mieux ce que tu dis. Là où je me permets de te poser la question, c'est que donc là récemment, le mot sobriété est entré dans le débat public de façon assez
Fracassante. Surprenante, oui, voilà, fracassante, c'est pas mal. Parce que pourtant c'est un mot qu'on a entendu, notamment le Parti écologiste, brandir depuis quelques années maintenant, au moins depuis la dernière campagne et bien avant. Wow. Donc justement, je me demande si, avec cette volonté de sobriété, on s'oriente pas plutôt vers des moyens de production électrique qui sont décentralisés, notamment avec le renouvelable, avec l'éolien et le solaire, parce que c'est des choses qui s'y prêtent très bien. Ça nécessite peu d'infrastructures si on veut faire en décentralisé. On voit déjà des façons de faire qui sont assez surprenantes, notamment des panneaux solaires qui sont transparents, qui permettent donc de doubler en tant que vitre. Très sincèrement, je me demande si on se va vers du passif et de la production autonome d'électricité. Eh ben, je suis complètement d'accord. Je pense que dans le futur, on va avoir une production bien plus locale. Je pense que les grandes infrastructures, on va un peu repartir sur du plus local. Mais je pense que on parle toujours d'une vision très lointaine. Je vois pas ceci arriver en 2050, par exemple. 2050, c'est dans 25 ans, enfin 28 ans. On va arrondir à 25. On va arrondir à 25, 28 ans, tout ça c'est pareil. Je ne pense pas qu'on peut décemment penser que le réseau entier électrique donc français va s'adapter en 25 ans de cette façon, enfin aussi rapidement. D'accord. Je pense que les innovations vont quand même avoir besoin. On va avoir encore besoin d'un peu d'innovation, un petit temps d'innovation sur comment utiliser ces panneaux solaires, comment utiliser le renouvelable en général, avant de réussir à... Il faut quand même remplacer 28% de pétrole et 17% de gaz naturel dans le mix énergétique français. Enfin, c'est 40% du mix énergétique qu'il faut remplacer. Oui. Et je ne pense pas que le renouvelable, malheureusement, puisse le faire. Il y a des pays où ils sont en train de le faire, bien sûr. Pourtant la volonté politique est là. La volonté politique est là, mais on voit que depuis 1 an ou 2, il y a une espèce de rétro-pédalage, typiquement du président, qui annonce un plan de 51 milliards d'euros pour faire 6 EPR. Je pense qu'on s'est rendu compte que les objectifs étaient trop gourmands, qu'on n'allait pas tenir les objectifs, et qu'il fallait qu'on ait quelque chose en backup pour tenir. Je pense qu'il était imprudent de mettre un coup de frein dans le nucléaire tant qu'on n'avait pas atteint les objectifs de renouvelables. Les objectifs de renouvelables sont extrêmement louables, mais il faut attendre d'avoir réussi. Il faut avoir fait une preuve du concept plus sérieuse. C'est bien, ça me permet de faire une petite parenthèse historique. Parce que historiquement, donc le nucléaire, on a décidé de ne pas en construire de nouvelles. Je parle de centrales pour justement appâter les écologistes au gouvernement et s'attirer leur bonne grâce. Malheureusement, on a été forcé de constater que les performances des gouvernements précédents sur notamment la transition énergétique a été quelque peu décevante de ce point de vue-là. Ce qui a mené à donc la situation qu'on connaît aujourd'hui, où on a peu de centrales nucléaires et on n'a pas assez poussé sur des énergies alternatives comme le renouvelable. Cependant, une question je trouve intéressante, ce serait de savoir du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un peu perdu notre savoir-faire en France? La réponse est toute trouvée. Hein. Comment? La réponse est toute trouvée. Hein. Dis-la moi, je l'ai pas moi. Sur le nucléaire, on n'a pas perdu du savoir? Ouais, je pense qu'on a perdu. Moi, sincèrement, je pense qu'on a perdu du savoir parce que entre guillemets, tout ce qu'on a fait, c'est de l'entretien, de la maintenance, et j'ai l'impression que le secteur du nucléaire a non seulement perdu de sa superbe,
non seulement auprès du parti public, mais en plus du côté scientifique, où des moyens de production bien plus à la mode sont venus s'immiscer, notamment récemment, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'hydrogène comme si c'était providentiel. Il y a les gens qui ne jurent que par le solaire et l'éolien, et du coup ça néglige quelque peu le nucléaire. Donc je me demande s'il n'est pas déjà ou pas presque trop tard pour le nucléaire. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, merci, je sais. Ah bah, il faut le dire. Hein. Donc déjà, la question du savoir-faire, c'est un truc auquel je m'attendais, et tu as malheureusement raison. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs périodes de frein dans le nucléaire. Ouais. Donc déjà, entre 1995 et 2005, on n'a pas fait de nouveau réacteur. Donc, oui. Pendant 10 ans, on n'a pas fait de réacteur. Même plus, hein. Sous Hollande, on n'a pas fait beaucoup de réacteurs non plus, je crois. Hein. Bah, il y a les EPR qui étaient en travaux, mais ils n'étaient pas finis, quoi. Ouais. En fait, ça fait depuis 95 qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas fini de nouveaux réacteurs en France. Ouais, mais vraiment, on n'a pas fait de réacteur du tout, c'est-à-dire ni en France ni à l'étranger, entre 95 et 2005. Donc entre 95 et 2005, on n'a pas fait de réacteur. Et du coup, en 10 ans, on a des gens qui sont partis à la retraite, on a des gens qui ont été recrutés par des entreprises plus compétitives, on a des gens qui tout simplement ont arrêté de travailler dans le secteur. Donc oui. C'est ce savoir-faire, ces gens qui sont partis, ça a amené à la catastrophe. Ça a amené au fiasco de l'EPR. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'EPR a duré 2,5 fois plus longtemps, enfin les chantiers ont duré 2,5 fois plus longtemps que prévu. Pourquoi est-ce que le coût a été multiplié par 5 de 3,3 milliards à 19? Non mais pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça? Pourquoi est-ce que le prix a augmenté? Pourquoi est-ce que le temps a augmenté? Parce que déjà il y a eu une mauvaise appréciation des travaux, bien sûr, enfin de l'effort qu'il faudrait. On était resté sur une philosophie des anciens réacteurs. On avait pris les anciens chiffres, on disait ça va être plus ou moins pareil. Sauf que parce qu'on savait déjà faire ça, donc. C'est ça, on savait déjà faire. On s'est dit non, mais on sait déjà faire, c'est pas grave. Mais déjà, c'était plus les mêmes technologies, c'était bien plus compliqué. Et en plus, les gens qui savaient faire, ils étaient plus là. Hein. Oui. Donc oui, tu as raison, on a perdu le savoir-faire, mais il faut quand même noter que depuis 2005, même si ça a été compliqué, on a fait des chantiers d'EPR, donc on a dû réapprendre du savoir, on a reformé des personnes, même si je pense qu'on a perdu, dans le change, mais on a quand même reformé des personnes. L'EPR, enfin le réacteur nucléaire le plus puissant du monde est un EPR, donc ça veut dire que même si on a perdu du savoir, c'est un réacteur chinois qui a été fait par l'EDF, enfin par EDF, c'est ça, non? C'est fait par Areva, mais qui s'est renommé en je sais plus quoi exactement, mais oui, bref. Ça y est, je vois de quoi tu parles. C'est un EPR, donc ça veut dire que quand même le savoir français est là. On a le savoir, on sait faire les réacteurs les plus puissants du monde. Ouais. Le seul problème, c'est que on a dû récupérer un savoir qu'on avait perdu. Et ça, c'est triste. C'est vrai que c'est dommage de perdre un savoir. Mais maintenant, comment? Maintenant, on l'a de nouveau. On sait de nouveau les faire. Et à savoir si on sait, j'attendrai moi très sincèrement pour statuer si on sait ou non. Je vais attendre le moment où on lancera le prochain chantier. Après que le PR qu'on a construit soit fini. Alors les prochains chantiers sont prévus pour 2024, le début, c'est donc ça. Vraiment le début du début, donc c'est même, oui, vraiment, c'est ça, c'est les projets que Macron a annoncés, donc. Voilà. Et je voulais répondre aussi sur l'hydrogène. Alors l'hydrogène, on en parle beaucoup, et en vrai l'hydrogène, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est une méthode pour conserver l'énergie qui est fantastique en fait. Le surplus que tu as en énergie éolien. Sur le papier, c'est bien. Sur le papier, c'est excellent. Le surplus que tu as en solaire et en éolien qui sert à rien à un moment donné, tu le transformes en hydrogène et après tu peux le réutiliser avec des piles à hydrogène et c'est magnifique. Le problème, c'est qu'actuellement, l'hydrogène, pour le produire, il faut de l'électricité. Par l'électrolyse. Et dans la majorité des pays du monde,
l'électricité est produit Par du massivement charbon et du pétrole. massivement carboné. Du coup, au Ouais, final, ouais. votre hydrogène l'hydrogène ne pollue pas. Votre hydrogène qui ne pollue pas est fait à partir d'énergie qui pollue. Voilà. Donc, Et au final, c'est d'ailleurs le même souci qui se pose avec les terres rares, si je dis pas de Oui. bêtises, et les voitures électriques, de par les Exactement. terres rares. Exactement. Après, on n'ira pas sur cette tangente aujourd'hui. Peut-être pour une autre semaine. Parce que comment dire, une chose avec le nucléaire qui le rend si particulier, c'est que il peut être utilisé comme arme. Et oui, la France en est équipée, mais est-ce que c'est encore une bonne chose au jour d'aujourd'hui d'avoir une arme nucléaire? Est-ce que c'est pas quelque chose du passé? Parce que comment dire, dans une utopie parfaite, on n'aurait pas besoin d'armes nucléaires. Et très sincèrement, la peur que les gens ont du nucléaire, je pense, ne les pousse pas à perpétuer le nucléaire de par son utilisation en arme de destruction massive. Je pense que tu as raison. Je pense que le fait que la technologie nucléaire soit également une arme de destruction, d'ailleurs dont on parle récemment. On en parle quotidiennement Ah oui, en ce moment. Depuis 6 mois, ce mot est à la bouche de tous les experts des conflits. Voilà. Après, alors juste, bon. je me permets une parenthèse. En l'occurrence, on parle avec la guerre en Ukraine d'armes tactiques, oui, bien avec sûr. un rayon d'action qui est moindre et une puissance destructrice qui est comparable à des choses qu'on peut trouver dans de l'arsenal conventionnel. Oui, voilà, on voilà. parle de 1 kilotonne, quoi, donc ça va. Voilà, Quoi. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est simplement pour rassurer nos auditeurs qui pourraient avoir peur de ce genre de choses. Oui, bien sûr. Voilà, on n'est peut-être pas encore au point de l'apocalypse. Non, personne, en vérité, aucun décisionnaire politique n'a... Beaucoup de décisionnaires politiques ont parlé de nucléaire, mais en vérité, ils ne sous-estiment, ils n'entendent pas utiliser une tsar bomba en pleine guerre. Enfin, voilà, je veux dire, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc du coup, est-ce que le facteur peur serait pas justement un frein au développement du nucléaire? Parce que à mon sens, je pense que le plus gros frein du nucléaire, c'est pas tant les autres énergies qui viennent, parce que quoi qu'il arrive, avoir un mix électrique varié, ça a l'air d'être plutôt une bonne chose, parce que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais je suis forcé de constater que le nucléaire fait peur à absolument tous les niveaux, à beaucoup de monde, que ce soit au moment de sa création, au moment de son utilisation, au moment où il y a des risques sur les centrales, et après son utilisation, quand il faut la démanteler avec les déchets nucléaires. Mais tu as totalement raison. Mais c'est pour ça que la France a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Par exemple, la norme EPR est résistante aux attaques d'avions. C'est-à-dire que si tu crashes un avion sur un EPR, il est censé ne pas avoir de danger pour le réacteur. Il donne les proportions de l'avion par curiosité. Non, j'espère que c'est pas un coucou quand même, hein, parce que non mais tu as entièrement raison. Déjà, il y a donc l'arme nucléaire qui a été un gros, qui était terrifiant pour les générations précédentes à nous. Moi, mon père typiquement, qui a vécu. Voilà, mon père a vécu à Berlin. C'est traumatisant, hein, faut dire ce qui est. Mon père a vécu à Berlin pendant le mur, donc il a bien vécu la pression de la guerre froide. Et même lui qui est très très cartésien, très scientifique, etc., il a peur du nucléaire. C'est pas qu'il a peur du nucléaire, mais il a ce retien par rapport au nucléaire électrique tu sens que ça vient de plus profond. Tu sens que les gens ont peur de cette énergie. Oui, c'est pas, entre guillemets, c'est pas rationnel, c'est purement émotionnel, et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je veux dire, la peur, c'est un instinct qui a protégé notre espèce pendant des milliers d'années. Ça nous protège des loups, des ours, de quoi que ce soit. Aujourd'hui, pour le nucléaire,
En plus, comme ça arrive pas souvent, c'est médiatisé. Donc ça, entre guillemets, ça rajoute de l'huile sur le feu en montrant aux gens des images qui sont pas nécessairement très rassurantes. Par exemple, avec Fukushima, il y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas aujourd'hui d'explosion nucléaire sur une centrale, tout simplement parce qu'elles sont construites pour que ça n'arrive pas. Mais par contre, il peut y avoir des explosions chimiques. Donc, quand on dit chimique, c'est-à-dire un peu traditionnel, imaginez de la TNT, c'est un peu le délire, on va dire. Et par contre, là, du coup, ça peut quand même rejeter des substances nocives dans l'environnement, sur les populations, que les pilules d'iode vont pas nécessairement protéger. Oui, c'est vrai. Après, on peut pas être effrayé de comment dire. Les morts liées au nucléaire sont tellement faibles, vraiment. Oui, tu parlais des morts au kilowattheure. Ouais, je parlais des morts au kilowattheure, c'est vraiment faible. On est vraiment de l'ordre du solaire et de l'éolien, quoi. Donc raisonnable, on va dire. On reste sur des dangers raisonnables comparé à l'apport que le nucléaire nous apporte. Typiquement, c'est pas parce que les voitures, il y a beaucoup d'accidents en voiture qu'on arrête la voiture. Parce que c'est trop important. C'est trop important dans notre société. C'est pareil pour le nucléaire. Il y a très peu de morts à cause du nucléaire. Ça a une part énorme dans notre société et les avantages sont énormes. D'accord. Donc on peut pas se permettre d'avoir peur comme ça de la moindre mort. Ok, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et puis après, en France, on a vraiment un effort national pour avoir du nucléaire safe, pour avoir des... tous nos déchets sont extrêmement tracés. On réutilise même on balance tous nos réacteurs dans une énorme piscine à la... c'est où déjà j'ai plus le nom, je le rajouterai en description. C'est dans le Nord. C'est pas très grave. C'est dans le Havre, c'est au Havre, non? Non, ça me paraît bizarre que ce soit au Havre. Non. Bon, non, le Havre c'est un port commercial trop gros pour que ce soit là-bas. Ouais. Bref, on a des normes efforts qui sont faits pour garder une grosse traçabilité sur les déchets, les garder safe, les garder le moins actifs possible. Je pense pas que avoir peur de bombes sales, typiquement, ça soit très... D'accord. Parce que, entre guillemets, cette question de l'avenir du nucléaire vient en partie des thématiques écologistes. On va être très clair. Ça vient de qu'est-ce qu'on fait pour subvenir aux besoins énergétiques de la société. Et on est forcé de constater que c'est des sujets qui sont plutôt portés par les partis, on va dire, écologistes. Donc avec les Verts et en ce moment le PS et LFI et le Parti communiste, donc plutôt le groupe NUPES. Et c'est des partis qui, entre guillemets, traditionnellement, de ce que je me souviens, sont plutôt contre le nucléaire. Oui. Donc ça ne me laisse pas présager un bon avenir pour le nucléaire. Après, parce que la volonté politique n'est pas là. Alors, il faut quand même noter que typiquement la LFI n'a pas changé son fusil d'épaule, il faut pas être fou, mais a fait un petit rétropédalage. Il y a eu une époque où la LFI, dans son programme, marquait clairement qu'il voulait abandonner le nucléaire, c'est vrai. Immédiatement. C'est vrai. Maintenant, ce n'est plus le cas. Désormais, ils veulent proposer un débat public, donc un référendum. Enfin, à l'époque, Mélenchon proposait un référendum. Donc, on voit que quand même, il y a une sorte de rétropédalage. Je pense que l'argument du il faut arrêter le nucléaire, au contraire, ne marche plus tellement ces derniers temps. J'ai l'impression vraiment quand je regarde, quand je lis des articles, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a quand même un regain du nucléaire. D'accord. Que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un regain nucléaire
et que cette décision de Macron, justement, n'est pas anodine. Je trouve que ce rebond a eu lieu avant cette décision et que Macron a su voir que non seulement il avait besoin d'énergie, il avait besoin de repartir sur le nucléaire pour avoir plus d'énergie, mais en plus, je pense qu'ils avaient senti le coup que il y avait un petit regain d'intérêt pour le nucléaire et que du coup c'était le bon moment pour l'annoncer. Je ne pense pas que je ne pense pas que le gouvernement l'aurait annoncé si le nucléaire avait continué à perdre de l'intérêt au fur et à mesure des années. Je ne pense pas que la LFI aurait changé son programme pour proposer un référendum si le nucléaire avait continué à perdre de l'intérêt. Je pense au contraire que la tendance s'inverse. Tu penses? Parce que alors, j'arrive à comprendre ton argument, hein, notamment de tête, peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que c'était survenu c'était dans ces eaux-là un peu avant. Au départ, tu avais tous les invités écologistes. Je pense notamment à Monsieur Jancovici, qui changeait d'avis sur le nucléaire et qui commençait à se dire, bah finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et c'est un peu dans ces eaux-là qu'on a vu un peu la vapeur s'inverser. Cependant, je me demande si ce regain d'intérêt, notamment par l'État du nucléaire, ne vient pas simplement d'Emmanuel Macron lui-même, parce que, notamment pendant son premier quinquennat, il a été connu pour être très jupitérien. Donc je me demande si c'est pas quelque chose qui serait arrivé, quoi qu'il arrive, de par la personne qu'il est. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier quand même que l'annonce des 6 EPR2 a été faite avant les élections. En plein milieu du mandat. En plein milieu du mandat. Non, ça a été fait en 2021, l'annonce des EPR6. Des 6 EPR2. C'était pas avant? Non, ça a été fait. Ça a été fait dans les, je sais plus moi, peut-être les 4 mois avant les élections. Donc, je ne pense pas qu'un président qui aurait peur d'une annonce d'un comeback dans sa tronche, il l'aurait pas fait, je pense. Et puis en plus, il faut noter que en 2015, sous accord de Macron, qui à l'époque était ministre de l'économie et des finances, nous avions vendu, je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise à l'époque, mais qui s'est renommée GM Electric ou quelque chose. Oui. Qui était donc une entreprise qui crée nos pales de turbines pour le nucléaire. Donc on l'avait vendu en 2015. Et en 2019, on les a rachetés. Oui. Donc je pense que on voit quand même qu'il y a un... Même si je suis d'accord avec toi, tout le monde dans le paysage politique n'est pas d'accord. On voit quand même que... ce qui est normal et plutôt sain. Oui, ce qui est normal et plutôt sain. Mais on voit que le pouvoir essaye de rattraper son coup, et je pense que, au vu d'à quel point le pouvoir est contesté, il n'aurait pas osé faire une... ça s'il avait senti que ça lui bloquerait des opportunités. D'accord. Donc tu penses que le soutien est suffisamment fort pour que comment dire, le gouvernement réussisse à rattraper ce qu'il a loupé pendant les quelques quinquennats qui ont précédé? On ne rattrapera jamais le problème actuel. C'est-à-dire que il lui faut 10 ans pour créer un réacteur. Pendant 10 ans, il va falloir développer plus le renouvelable. Mais je pense que je pense surtout que l'opposition n'est plus assez vivace sur ce sujet. C'est-à-dire que on se rappelle quand même que l'opposition nucléaire, c'est un truc, j'ai pas envie de dire de vieux, mais on va dire de personnes d'un autre temps, on va dire. Et que la diplomatie. Oui, la diplomatie. Mais les nouvelles générations arrivent et elles n'ont pas cet a priori. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu penses que donc ce serait peut-être entre guillemets l'expérience Tchernobyl qui a poussé ces gens à être contre? Alors Tchernobyl, c'est un fait. D'ailleurs Tchernobyl, le fameux bouclier français là, mes couilles, quelle horreur. Tchernobyl. Après ça fait longtemps qu'on sait que c'était pas vrai et voilà, mais la question n'est pas là. Oui, bon, je pense que Tchernobyl a eu son rôle, mais je pense que en plus de Tchernobyl,
La guerre froide, tout simplement. La guerre froide. Ah ouais, La guerre d'accord. froide avec. Je pense que c'est Ouais, cette la peur période. du nucléaire de manière générale, parce que La c'était peur du nucléaire, la en menace. général. C'est ça. Ok. Et je pense que cette génération qui a eu peur de cette énergie, Mhm. elle est toujours là. Hein. Ils sont pas morts. Hein. Je veux dire, la guerre froide, les gens doivent avoir à peu près 50, 60 ans. Hein. Les gens vivent plus Oui. longtemps, vous voyez. Donc, cette génération n'a pas disparu, mais petit à petit, les nouvelles générations sont de plus en plus nombreuses, ont de plus en plus de poids dans le débat, et donc le poids, la peur du nucléaire est diluée. La peur du nucléaire est diluée dans le débat. Alors, Je pense que la peur du pose- nucléaire est... Ouais. je me pose, je me pose la question de savoir parce que historiquement, donc Greenpeace avait été créé pour justement lutter contre le nucléaire. Et aujourd'hui, Greenpeace est d'autant plus populaire que la cause écologique prend de plus en place dans le débat public, doucement mais sûrement, et que les jeunes en particulier sont très sensibles à cette cause. Donc je me demande si, au contraire, une ONG avec la force de frappe de Greenpeace pourrait pas réussir à convaincre les gens que le nucléaire est une mauvaise chose, est dangereux, Alors, etc. eh bien, je sais que tu sais que récemment, il y a eu, donc, enfin récemment, pas si récemment que ça, mais assez récemment, il y a eu le Z-Event. Donc, Oui. J'en suis et tu tout sauras- à fait conscient. et je sais, et tu sauras que le Z-Event cette année était tourné autour de la question De l'environnement. écologique. Oui. Et donc, il y a eu des débats pour savoir enfin, il y a eu des votes, il y a eu des débats pour savoir Il y a eu des gros débats, ouais. oui, pour savoir quelles seraient les fameuses Les 5 associations parrainées. Voilà, qui seraient choisies. Eh bien, j'ai été heureux d'apprendre parce qu'il y a des gens qui ont fait un travail monstrueux, qui sont allés vérifier, etc. Mhm. Et qui ont vérifié en fait toutes les prises de position des différentes ONG. Oui. Et la question du nucléaire était très au centre de ce débat. Apparemment a pris de l'importance, oui. Elle a pris beaucoup d'importance. Et j'ai été très heureux de voir que beaucoup d'ONG écologistes, en fait, étaient pour le nucléaire, ou du moins n'étaient pas contre. D'accord. Et en Oui, fait, c'est vrai que t'as historiquement, éventuellement une idée en tête, enfin un nom en tête pour les auditeurs. comme ça, non. Il faudrait aller vérifier. Peut-être Sea Shepherd, Sea Shepherd, peut-être, c'est possible. parce que j'ai l'impression que c'est pas trop leur cause le nucléaire, hein, très sincèrement. Bah, je sais que Greenpeace est toujours. Greenpeace a été fondé pour être contre, donc de toute façon Greenpeace ils, oui, non, ils mais sont contre. Greenpeace, c'est toujours leur cheval de, c'est toujours leur cheval. Hein, C'est leur cheval de bataille, c'est leur cheval de bataille. Ils sont dessus, hein, ils sont dessus. Voilà. Mais C'est une bon, prise de position comme une autre. Hein. c'est vrai qu'il faudrait que j'aille vérifier, il faudrait que j'aille trouver les fameux threads. Les threads étaient incroyables. Les gens vérifiaient absolument tout. La communauté a fait des choses incroyables. Elle a fait un super travail. Et j'ai donc, en voyant ça, on peut dire que déjà, effectivement, il y a les ONG historiques sont plutôt contre. Oui. Mais il y a des pour. Et en plus, ça veut dire qu'il y a un regain dans la jeunesse, donc dans les gens qui utilisent Twitter, etc., de savoir si les gens sont pour ou contre le nucléaire. Parce que si les gens se posent la question, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et si les gens... donc c'est indigne que les gens soient contre, ça veut dire qu'il y a un regain d'intérêt dans la jeunesse. Ça veut dire que... Ouais. Ça veut dire que ces gens, qui sont le futur de la nation, sont moins effrayés, je pense, que les anciennes générations. D'accord. Tu penses mais que, tu as raison. tu penses que le travail de fond des différentes organisations, notamment nationales et internationales sur le nucléaire, ont aidé à tranquilliser les esprits ? Alors personnellement, le travail de fond des organismes nationaux et des gouvernements en général, j'ai jamais vraiment ressenti d'effort. Ouais. J'ai jamais vraiment ressenti d'effort pour dédramatiser le nucléaire. Honnêtement. D'accord. De mon expérience, j'ai senti le plus grand nombre de contenus que j'ai vu, c'est du contenu qui le dramatise justement. Ouais, d'accord. Parce que pourtant, moi, mon expérience, en tout cas, quand j'ai parlé de l'expérience la plus récente que j'ai eue, qui était là de préparer le podcast,
l'expérience que j'en ai eue, en tout cas quand je cherche des informations qui sont sérieuses, sourcées et de qualité, en général, je me dirige plutôt vers des publications scientifiques. Et je suis forcé de constater que les publications scientifiques peignent plutôt une image positive du nucléaire, Alors, qui n'est pas rose de loin, mais ils sont d'avis que aujourd'hui le risque est maîtrisé. Pareil quand je vais sur le site de l'Agence nationale du... Non, c'est comment c'est la NRE. ouais, c'est ça, je crois. En tout cas, il y a l'ANSA et je crois que c'est l'ANR qui carrément explique comment ça fonctionne. Et je les trouve rassurants sur ce qu'ils disent. Et malheureusement, je sais pas si c'est malheureux ou pas, mais je suis forcé de constater que quand je vais sur le site de Greenpeace, je ne trouve aucune source, en tout cas fiable, scientifique, ce genre de choses, qui me laisse à penser que leurs arguments sont peut-être un peu bancals, ou en tout cas un peu plus idéologiques. Peut-être que c'est simplement leur contenu qui se veut comme ça, mais peut-être que justement cette part-là est en déclin en ce moment. Alors je comprends totalement ce que tu dis, mais quand je dis que je vois pas d'effort national et d'effort pour dédramatiser la chose, je ne trouve pas que, tu vois, les publications scientifiques, c'est quand même derrière un certain mur, tu vois. Oui, il y a clairement un mur de connaissances. C'est souvent en anglais, donc il y a au moins une barrière de la langue. Je veux dire, il y a une barrière de la langue, et puis les gens ne connaissent pas de moyens pour retrouver des articles. Enfin, très peu de personnes. Il faut savoir utiliser SciHub, il faut savoir machin. Ça demande d'avoir quelques connaissances. Ça demande une connaissance. Du coup, pour ma part, l'existence d'études scientifiques, ça ne fait pas penser qu'il y a un effort pour dédramatiser la chose. D'accord. Je comprends que pour moi, les études scientifiques, c'est excellent, c'est très bien. Ça sert à tous les gens qui sont dans le milieu, ça sert à faire avancer la science, mais c'est pas un outil de propagande. Et ça devrait pas l'être. Ça devrait pas l'être. Les seuls cas où par contre ça a été un outil de propagande, ça a été pendant il y a un exemple assez récent qui est la crise Covid où ça a été on va dire le tabac. Voilà, ça a été oui, ou le tabac. Enfin, ça a été il y a certains trucs où ça a été un outil de propagande. Mais en général, les études scientifiques ne sont pas un outil de propagande, ou du moins, on peut pas considérer un tel. On peut considérer que les gens qui reprennent les études et qui font des articles, des articles dans les journaux, etc., ça c'est un outil de propagande, mais pas les études. Les études, c'est vraiment pour rendre état de l'art et rendre état de ce qu'on sait. Dans ce qui en est dans les médias et de papier ou vidéo ou internet, là, donc quand on parle vraiment d'outils qui peuvent être assimilés à de la propagande ou alors à de l'information, là je ne vois pas d'effort par rapport au nucléaire, je ne vois pas d'effort qui soit contre ou pour. Je veux dire, il n'y a pas d'effort pour dédramatiser. Je veux dire, ça n'a pas été fait par les médias depuis des années. C'est pas un sujet qui défoule, vraiment. Ouais, mais après, je pense que pourquoi est-ce que beaucoup d'associations actuellement écologistes changent de bataille contrairement à Greenpeace, et pourquoi la LFI aussi change de bataille comparé. Enfin, la LFI est encore en stade entre deux, mais pourquoi ils sont plus sûrs? C'est parce que ils voient que les efforts n'ont pas été faits au niveau. L'opinion publique change, les efforts n'ont pas été faits au niveau du renouvelable, et en fait, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Il n'a pas le choix. Si on veut maintenir. C'est ce qu'on essaie de faire dans ce podcast. C'est ça. C'est qu'il faut maintenir, il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que je suis d'accord, si il y a 40 ans, donc bon, il y a 40 ans c'était longtemps, mais si il y a 40 ans on avait commencé à voir que il fallait passer au renouvelable, et que maintenant, qu'on l'a fait il y a 40 ans, maintenant si on avait commencé. Oui, je pense que maintenant on n'aurait plus besoin de nucléaire. L'Allemagne actuellement, c'est un exemple. L'Allemagne actuellement, on peut voir que ça marche, mais c'est pas ouf. C'est-à-dire que
chose intéressante sur l'Allemagne, c'est qu'ils ont des compagnies d'extraction de charbon qui sont extrêmement puissantes. Et pour caricaturer un petit peu, on va dire qu'ils sont en mesure de dire vous voyez le champ là-bas ? Bah, moi, pas. Voilà, donc aujourd'hui, l'Allemagne a un léger souci sur son mix électrique, qui est que ils utilisent un peu plus de charbon que prévu plutôt que d'utiliser des énergies renouvelables. Alors, il faut quand même avouer quelque chose, c'est que l'Allemagne n'a pas augmenté la part de charbon Non. dans les dalles. Elle l'a maintenue. Mais je pense que si elle avait maintenu son nucléaire et qu'elle avait arrêté son charbon, en fait, si elle avait maintenu son nucléaire, elle aurait pu augmenter le renouvelable et baisser le charbon, en fait. Ouais. On aurait pu faire comme ça. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas augmenté sa part de charbon. Ils ont juste massivement investi dans le renouvelable, et aussi ils achètent pas mal d'hydrocarbures en Russie jusqu'à présent. Maintenant, c'est chaud. Oui. Historiquement, ils avaient du coup le gaz. C'est pour ça qu'on a eu le Nord Stream 1 et 2 qui ont fait d'ailleurs beaucoup parler d'eux récemment. Assez fracassant, explosif, on va dire. Ouais. C'est le bon mot. Non mais bon. Non mais oui, l'Allemagne c'est un bon exemple, parce que c'est un bon exemple de bon et de mauvais. C'est-à-dire que c'est un exemple qu'on peut se passer du nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté le nucléaire, maintenant ils ont beaucoup de renouvelables. Donc c'est un exemple du fait qu'on peut, mais ça a un coût. C'est-à-dire que leur choix, pour moi, il n'a pas été optimal. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se passer du nucléaire, mais en contrepartie, ils ne se sont pas passés du charbon. Donc ils ont produit une énergie très carbonée, et en plus ils se sont approvisionnés beaucoup en hydrocarbures, donc ils sont encore plus carbonés. Je pense que zéro nucléaire par le scénario, par l'un des scénarios de RTE, ça te semble, en tout cas aujourd'hui, mal lancé? Alors ça me semble, malheureusement, on aurait dû aller plus fort plus tôt. Je pense que avec la résurgence l'avènement des voitures électriques, l'avènement de l'électricité partout, etc., le parc électrique qui va être monstrueux, à quel point on va devoir améliorer le grid électrique, ça va être un enfer. Un sacré challenge. Ça va être un sacré challenge d'ailleurs. Tous les ingénieurs qui travaillent dans l'énergie, ils vont avoir un beau boulot là. Je pense honnêtement que c'est trop juste. C'est-à-dire que il va y avoir tellement une demande électrique qui va augmenter par rapport à la demande pétrolière qui va baisser, que on va pas pouvoir faire all renouvelable. D'accord, c'est noté. Eh ben écoute, ce sera le mot de la fin. Donc je rappelle rapidement ce qu'on s'est dit. En gros, on est d'accord pour dire que aujourd'hui le nucléaire, en tout cas avec les nouvelles technologies, c'est une source d'énergie qui est plutôt sûre. On avait perdu le savoir du nucléaire, mais aujourd'hui on commence doucement à réapprendre et à être capable d'en mettre en place. Les gens ont peur de la menace nucléaire, mais on observe un changement de l'opinion publique, en tout cas sur le nucléaire civil, sur son utilisation. On observe moins de réticence, et donc on voit les politiques s'engouffrer un peu dans la brèche et commencer à relancer le sujet. Donc, est-ce que tu es d'accord pour dire que le nucléaire aurait un avenir, il suffit de continuer sur la lancée? Je pense que le nucléaire a un avenir à courte, moyenne échelle. Enfin, moyenne échelle. Je pense pas que ce soit... Je pense que c'est pas la réponse à la question. Je pense que c'est pas à longue échelle, on devrait l'arrêter, mais je pense qu'il y a quand même un avenir qui reste pour les 60, 80 ans à venir, au moins. Eh ben, écoute, merci d'être venu sur le podcast. J'espère que tu as apprécié. C'est un grand plaisir. Parfait. Donc, je vous rappelle que si vous voulez participer au podcast, je vous mettrai un lien en description vers un petit Google Doc ou un petit Excel pour entrer vos coordonnées que je tirerai ensuite au sort. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le podcast. Retrouvez-nous sur Twitter et peut-être d'autres réseaux sociaux dans les semaines à venir. Merci et bonne journée. Et bonne journée.